Ah, les rêves, c'est un petit peu le plus grand mystère de nos nuits, je pense. C'est un mélange fascinant entre la science, bien réelle, et les croyances, parfois incroyables. Et du coup, on peut les analyser, les rêves, chercher aussi à les comprendre, pourquoi certains disparaissent de notre mémoire, alors que d'autres s'impriment dans notre esprit pour toujours. Mais on peut aussi se demander si leurs symboles ont vraiment un sens universel. Quand on se dit « Ah, mais c'est quoi l'interprétation de pourquoi j'ai rêvé de ça, etc. » Ou encore, même si nos cauchemars ne nous viennent pas d'histoires familiales qu'on porte en nous sans le savoir. Et puis, en même temps, il y a aussi ce qui échappe complètement à la logique scientifique. Par exemple, les rêves prémonitoires, la sensation d'être coincé dans un scénario onirique et dont on ne peut pas sortir. Ou encore même l'idée que nos songes pourraient nous guérir. Bref, entre les faits prouvés et les théories étranges, bienvenue dans le monde fascinant des rêves que j'adore parcourir, notamment avec Noisuli. Puisque nous allons voir là la frontière entre le réel et le mystère. Ne jamais rêver. Alors peut-être que vous faites partie, vous savez, de ces personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Peut-être même que vous avez l'impression de ne jamais rêver. Alors bon, c'est sûr, ça peut être très frustrant de se retrouver autour d'une table où on commence à raconter ses rêves un peu farfelus et que ça arrive notre tour et qu'on n'ait rien à raconter. Mais alors, comment ça se fait que vous ne rêvez pas? Bon, déjà, je vous l'annonce clairement, tout le monde rêve. En fait, même les animaux rêvent, même si on a parfois un petit peu des doutes sur les reptiles ou les oiseaux. Mais tous les animaux ont l'air, en tout cas, d'avoir un scénario onirique quand ils sont en train de dormir. En fait, techniquement, seules certaines grosses lésions au cerveau pourraient nous empêcher de produire du rêve, ou alors de perdre la capacité, on va dire, partielle de rêver. Du coup, en fait, si vous avez l'impression de pas rêver, c'est sans doute probablement que vous ne vous en souvenez pas. Mais si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, en fait, c'est peut-être pour une raison toute simple, et il s'agit simplement d'un problème de mémoire. Parce que pour se souvenir de ses rêves, il faut que l'information passe en mémoire à long terme. Et ici, probablement, il y a un truc qui coince. Mais c'est facilement corrigeable, là, avec un peu d'entraînement. Donc non, tout le monde rêve, même si vous vous en souvenez pas. Et justement, si vous avez envie de vous en souvenir, parce que c'est quand même intéressant, eh bien déjà, premier point intéressant, vous pouvez tenir un journal de rêve. En fait, dès que vous vous réveillez, vous notez immédiatement ce dont vous vous souvenez. Et c'est vraiment la première chose à faire. Au début, si vous vous souvenez pas, vous allez partir de très loin. Pendant des jours, des semaines peut-être, il n'y aura rien qui va venir. Sauf que si vous faites l'exercice tous les matins d'essayer de vous en souvenir, eh bien à un moment, ça peut finir par revenir. D'ailleurs, on a tendance plus facilement à se souvenir de ses derniers rêves, vous savez, ceux juste avant le réveil. Si vous voulez même booster les choses, vous pouvez mettre un réveil un peu plus tôt que d'habitude, genre si vous vous levez à 8h, eh bien vous mettez un réveil à 7h30, ce qui fait que ça va vous sortir en plein milieu du coup d'une phase de sommeil paradoxal, là où on a tendance à se souvenir davantage de ses rêves. Et là forcément, ce sera beaucoup plus simple. L'interprétation des rêves. Bon, ok, une fois qu'on arrive à se rappeler de ses rêves, une nouvelle question se pose. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, vous allez voir que l'interprétation des rêves, c'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Déjà, les rêves, ils ont toujours intrigué l'humanité. Parce que déjà, si on remonte très très loin, dès l'Antiquité, on pensait que les rêves étaient des messages des dieux ou même de visions prophétiques. Bien plus tard, il y a eu un gars qui s'appelle Sigmund Freud qui est passé par là, donc le père de la psychanalyse, et qui lui a popularisé l'idée que nos rêves reflètent ce qui se passe dans notre inconscient. Par exemple, pour Freud, c'est simple, si vous rêvez de voler, ça veut dire que vous avez besoin de liberté. Simple, efficace. Bon, aujourd'hui, ça a progressé. Freud, c'était quand même il y a un bail. Et les scientifiques ont une vision un peu différente concernant l'interprétation des rêves. En fait, les recherches tendraient à montrer que les rêves sont le fruit de l'activité du cerveau. Et donc, en fait, pendant la nuit, notre cerveau, il est un peu en mode recyclage et tout, et donc il traite les souvenirs et les émotions de la journée. Par exemple, quand on est en phase d'apprentissage, eh bien, on va souvent rêver de ce qu'on est en train d'apprendre. Genre, si vous êtes en train d'apprendre le piano, oui, vous allez rêver que vous êtes en train de faire du piano. Ou alors, si vous êtes en train de réviser des cours d'histoire d'arrache-pied, vous allez revivre des événements historiques. C'est comme si votre cerveau avait besoin de ça, quoi. Mais bon, cependant, l'interprétation des rêves reste quand même un terrain glissant. Et contrairement à ce que Freud disait, il n'y a pas de manuel universel pour décrypter les rêves. Par exemple, si vous voyez un corbeau, ou alors que vous perdez vos dents, ou alors que vous vous baladez tout nu dehors, ou alors que vous êtes poursuivi, ça peut signifier quelque chose pour vous de très spécifique, mais un truc qui n'a rien à voir pour quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, les rêves sont personnels et mystérieux. Du coup, ils peuvent nous donner un aperçu de nos pensées ou même de nos émotions, mais les interpréter avec précision, c'est clairement compliqué. Les rêves universels. Alors, il se trouve qu'en parlant de ces expériences oniriques avec d'autres rêveurs, parfois on se rend compte qu'on partage les mêmes images ou même les mêmes sujets de rêve. Et ça, c'est pas anecdotique puisqu'en réalité, des millions de personnes ont en réalité tendance à rêver souvent des mêmes choses. Par exemple, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous tombiez dans le vide? Ou alors que vous perdiez vos dents? Ou alors que vous réveillez et que vous êtes tout nu? Eh bien si oui, en fait, vous n'êtes pas la seule personne à qui c'est arrivé. En fait, c'est ce qu'on appelle les rêves universels et certains sont assez fous. Et du coup, les rêves universels, ça englobe beaucoup de thèmes oniriques qui reviennent dans
pas qu'en France ou en francophonie, mais dans plein de cultures. Et en fait, a priori, ces rêves-là seraient reliés à des angoisses ou même à des préoccupations présentes chez tous les êtres humains. Je vous explique. Par exemple, le fait de rêver de tomber. Ça, c'est souvent lié à un sentiment de perte de contrôle ou même d'insécurité dans sa vie réveillée. Et la sensation de chute peut également être physiologique. En fait, c'est lié à un changement dans notre corps pendant le sommeil, comme vous savez que vos muscles se relâchent. Donc, on se sent un peu se relâcher, et donc notre cerveau interprète ça comme le fait qu'on tombe. Et le fait de perdre ses dents, ça peut symboliser une anxiété concernant notre apparence, ou même signifier une période de changement, de perte, ou même d'évolution. Ensuite, il y a les rêves de poursuite. Ça représente plutôt des situations stressantes ou des problèmes que vous essayez d'éviter. Je précise, c'est pas forcément la réalité, cette interprétation-là. Peut-être que ça peut vouloir dire autre chose. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce type de rêve-là, il se retrouve dans toutes les cultures. Que vous soyez en France, aux États-Unis, au fin fond de l'Amazonie, ou alors en Chine, tout le monde a tendance à rêver de ces trucs-là. C'est quand même dingue. Bref. Parmi tout ça, vous, lesquels vous avez déjà fait? Les cauchemars transmis de génération en génération. D'ailleurs, en parlant de rêves que tout le monde fait, vous savez, ce cauchemar récurrent où vous êtes traqué par un monstre, ou alors que vous tombez d'une falaise, ou alors que vous vous baladez tout nu dans la rue, eh bien, peut-être que ça vient de vos ancêtres. Parce qu'il serait possible que certains cauchemars, pas tous, pourrait littéralement se transmettre de génération en génération. Un petit peu comme les yeux bleus, ou alors votre taille, ou alors différents trucs génétiques. Et là, c'est pas juste des histoires qu'on se raconte en famille au coin du feu, non. Ce serait plutôt un héritage inscrit dans notre ADN, ou quelque chose qui s'y apparente. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que nos gènes, ils influencent beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, notre caractère, nos capacités cognitives, ou même notre goût pour le risque. Tout ça, il y a une partie génétique. Si nos parents sont comme ça, ou nos grands-parents, il y a des chances qu'on le soit. Et au final, pourquoi pas nos rêves également? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc en gros, c'est pas l'ADN lui-même qui change, mais c'est plutôt la façon dont il s'exprime. En fait, imaginez votre ADN, c'est comme un grand livre, mais vraiment un livre gigantesque. Et il se trouve que certaines pages sont marquées pour être lues plus souvent que les autres. Par exemple, on a mis des petits post-it pour pouvoir y retourner plus facilement. Et en fait, le fait d'avoir des post-it ou pas sur certaines pages, eh bien, ça va s'activer non pas par la génétique, mais par l'environnement. En gros, le contexte dans lequel vous évoluez. En fait, votre situation familiale, ou alors à l'école, ou alors au travail, ou alors tout ce que vous allez vivre, eh bien, ça peut activer certaines pages, certains morceaux de votre ADN. Et donc mettre des post-it dessus. Et il se trouve que justement, ces post-it-là peuvent se transmettre de génération en génération. Par exemple, imaginez, vous avez un ancêtre très lointain, il y a des milliers d'années, il fuyait un prédateur. Eh bien, ça l'a tellement traumatisé qu'il a transmis ça aussi un peu à ses enfants, qui les ont transmis un peu à leurs enfants. Et résultat, des siècles et des millénaires plus tard, ces arrière petits-enfants, eh bien, ils peuvent continuer à rêver d'être poursuivis. Sans savoir qu'en fait, ce monstre dans leurs rêves pourrait être juste une version moderne du danger qu'a vécu son aïeul. C'est assez ouf, mais bien sûr, ça reste quand même des hypothèses. Néanmoins, ça ouvre quand même une porte assez incroyable sur les liens entre les rêves et l'héritage familial. Voir ce que les autres rêvent. Alors, justement, pour mieux comprendre d'où viennent nos rêves et ce qu'ils signifient, il se trouve que les chercheurs ont trouvé des moyens assez étonnants de les étudier. Par exemple, vous savez, je vous parle souvent des études sur les rêves. Mais est-ce que vous savez comment elles sont réalisées, ces études? Vous allez voir que certains moyens pour les étudier sont assez proches de la science-fiction. Parce que, déjà pour commencer, les scientifiques, ils peuvent mesurer l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes qui sont placées sur le cuir chevelu, ce qu'on appelle électroencéphalogramme. C'est un mot avec énormément de lettres. Je pense qu'au Scrabble, ça vaut un max. Bref, en observant les ondes cérébrales avec leur petit EEG, c'est le raccourci de l'encéphalogramme, les chercheurs peuvent identifier les différentes phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal durant lequel on rêve le plus. Et ça permet aussi de mettre en relation l'activité du cerveau avec certains rêves. Bon, déjà, je pense que vous savez ce que c'est un IRM. Donc, c'est une imagerie à résistance magnétique. Vous voyez, ce gros machin-là dans lequel, en fait, on nous met comme si c'était un boyau. Les chercheurs peuvent aussi l'utiliser pour analyser les rêves. En fait, c'est très pratique puisque ça permet de visualiser les zones du cerveau qui sont activées pendant les rêves et de comprendre lesquelles sont impliquées dans la génération onirique. Et après, il y a encore une autre méthode qui consiste là à appliquer un courant directement sur votre tête. En gros, c'est très léger, ça s'appelle de la stimulation électrique transcrânienne. Et via ce courant électrique, on est capable de détecter en fait ce qui peut se passer dans notre cerveau. Et ce qui est assez étonnant justement avec la stimulation électrique transcrânienne, c'est que certains chercheurs ont été capables d'influencer le contenu du rêve quand ils passaient un courant électrique, ou même parfois de générer des rêves lucides. Prédire l'avenir dans les rêves. Alors vous savez, les rêves,
ça va parfois beaucoup plus loin que juste rêver d'un lapin ou alors du dernier film qu'on a vu. Parfois, en fait, ça peut même annoncer l'avenir. Par exemple, vous connaissez Abraham Lincoln. Vous savez, c'est un ancien président des États-Unis et lui, il avait fait un rêve très célèbre. C'est assez connu cette histoire. En fait, dans son rêve, il s'était levé parce qu'il avait entendu des sanglots. Et donc, il était allé voir qui pleurait comme ça en plein milieu de la nuit. Et il avait alors trouvé plusieurs personnes en train de pleurer un mort. Et là, il demande qui est la personne décédée. On lui répond, c'est le président, il a été assassiné. Et il se trouve que plus tard, Abraham Lincoln sera tué par balle lors d'une pièce de théâtre. Bon, ça c'est ce qu'on appelle couramment un rêve prémonitoire. Ici, c'était de sa propre mort. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que dans l'eau de tous les rêves qu'il a fait, il y en a peut-être un où il est mort, et il y en a plein d'autres qui se sont jamais réalisés. Ou alors c'était peut-être une vision fugace de l'avenir. Alors évidemment, si on est du côté scientifique, là, c'est de la coïncidence, voilà. Parce que prédire l'avenir, c'est un peu contraire à ce qu'on sait, en tout cas aujourd'hui, des lois de la physique et de l'univers et tout. Donc ça rentre pas dedans, ça rentre pas dans le cadre, c'est un peu compliqué. Mais après, il y a aussi d'autres théories qui sont un peu plus ésotériques. En fait, pour certaines personnes, et d'ailleurs pour pas mal de cultures anciennes, les rêves se passent dans ce qu'on appelle un monde onirique, un monde éthérique, un peu une sorte de monde, vous savez, intermédiaire entre le plan physique, celui des hommes, et le monde des esprits. Et du coup, des gens pensent que cet entre-deux-mondes nous donne accès à une toile invisible de connaissances, et ils ont même donné un nom à cette toile invisible, et c'est ce qu'on appelle les champs morphiques. Et donc, selon eux, toutes les informations seraient omniprésentes et elles graviteraient autour de nous. Et elles influenceraient d'ailleurs le comportement des êtres vivants, notamment les humains. Sauf qu'on n'en aurait pas du tout conscience la plupart du temps, et on ne peut ni voir ni ressentir ces champs. C'est un petit peu comme la gravité finalement, vous voyez, elle est tout autour de nous. Là, il y a un objet, je le lâche, il tombe, c'est la gravité, sauf qu'elle agit malgré tout sur le monde tout autour de nous. Eh bien, les champs morphiques, ça pourrait être un peu la même chose, mais ce serait un truc auquel serait sensible notre esprit. Et en tout cas, pendant notre sommeil, notre esprit pourrait se connecter à ces champs-là et piocher des connaissances pour résoudre certains problèmes ou même pour prédire l'avenir, parfois. Être coincé dans un rêve. Alors parfois, vous savez, les rêves, ils prédisent pas l'avenir, mais par contre, c'est plus vicieux, ils vont plutôt nous enfermer dans une sorte de boucle, une répétition. Et vous, justement, est-ce que vous avez déjà vécu un rêve dans lequel vous étiez comme coincé à l'intérieur ? Que vous reviviez une scène encore et encore. Parfois, on a le sentiment de se réveiller, de commencer sa journée, de commencer à prendre son petit-déj, son café et tout. Et puis tout à coup, paf, on se rend compte qu'on rêve et le rêve revient au début. Eh bien, on appelle ce type de rêve des rêves boucles ou des faux réveils, ça dépend. Alors, c'est assez inquiétant, un peu troublant, parce qu'on a vraiment l'impression d'être bloqué parfois sans se réveiller vraiment. Surtout qu'on commence parfois à devenir lucide et se dire « mais j'étais en train de rêver, en fait, je suis en train de rêver peut-être ». Et on finit alors par angoisser, à se dire qu'on va rester éternellement là-dedans. Et en tout cas, ce type de rêve-là, ils arrivent plus souvent quand on est au début ou alors à la fin d'une phase de sommeil paradoxal. C'est-à-dire en fait quand la frontière entre l'éveil et le sommeil est la plus fine. Bon, en tout cas, ces rêves-là, ils peuvent survenir quand on est stressé ou alors que vous avez pris un stimulant comme du café ou alors de la nicotine avant de dormir. Ça a tendance à produire des rêves très agités, voire même parfois des cauchemars qui peuvent avoir en fait la sale manie de boucler parfois sur eux-mêmes. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, on peut pas rester techniquement coincé dans un rêve. Pour moins subir ce genre de boucle, si ça vous arrive, vous pouvez vous entraîner tout simplement à prendre conscience que vous êtes dans un rêve. Prenez l'habitude de faire des tests de réalité dans votre chambre. Par exemple, regardez vos mains, est-ce qu'elles sont normales? Parce que dans les rêves, elles le sont rarement. Guérir grâce aux rêves. Alors même si les rêves peuvent parfois nous piéger et on est coincé dedans, ça peut aussi devenir des bons alliés. Par exemple, si on pouvait se servir des rêves pour guérir, ce serait quand même cool. Eh bien justement, sachez qu'on a déjà beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Et les rêves sont déjà très utilisés, notamment dans les thérapies psychologiques. Par exemple, dans certaines thérapies, on se confronte à nos peurs pour qu'elles aient moins d'impact sur nous. Par exemple, la peur d'être en public, ou alors la peur des araignées, ou alors la claustrophobie, des trucs comme ça. Et justement, quel est le meilleur moyen pour pouvoir vivre ces peurs que le rêve lucide? En fait, certains chercheurs ont démontré que l'exposition à ces peurs en rêve lucide, donc c'est-à-dire quand vous êtes conscient que vous rêvez, elle est aussi efficace que l'exposition en vrai. Et on va pas se mentir, c'est plus rassurant quand même de rencontrer une grosse araignée dégueulasse en rêve que dans la vraie vie. Et justement, si dans un rêve, vous voyez une grosse araignée, vous risquez de flipper tout autant que dans votre vie éveillée. Sauf que vous avez l'occasion peut-être de la réduire, peut-être de l'éloigner, peut-être de vous en rapprocher. Et petit à petit, vous êtes confronté à cette peur de l'araignée. Et comme il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce qu'en fait, l'araignée, elle s'en bat les couilles des humains, même les grosses araignées, en fait, ce ne sont pas des prédateurs pour les hommes. On finit par se dire, en fait, ça va, et puis la peur finit par diminuer, vous savez. Et bien ça, avec les rêves, ça fonctionne super bien. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on peut utiliser le rêve lucide pour améliorer ses capacités, par exemple dans un sport. Typiquement, si vous rêvez régulièrement que vous pratiquez un sport, par exemple le football, le tennis, ou je ne sais quoi, eh bien si vous visualisez certains mouvements précis, par exemple le lancer, eh bien vous allez vous améliorer
non seulement dans le rêve, mais aussi quand vous allez vous réveiller. Votre cerveau se souvient du rêve et ça fonctionne bien dans la vraie vie. Parce qu'il se trouve qu'en rêvant de certaines choses, certains mouvements, eh bien on entraîne également les mêmes zones du cerveau. C'est vraiment pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. C'est assez fou. Les sorties hors du corps. Alors, si on peut entraîner son corps dans ses rêves, pourquoi ne pas aussi tout simplement en sortir? Bon, peut-être que vous avez déjà entendu parler des sorties astrales. Vous savez, c'est une expérience où, en principe, normalement, notre esprit, on ne sait pas trop quoi, en fait, se détache de notre corps physique pour aller se balader en mode un peu fantomatique, dans une autre dimension peut-être. Et là, je précise, c'est pas juste halluciner ou de rêver qu'on est ailleurs, mais plutôt vraiment d'avoir cette sensation vraiment viscérale qu'on est vraiment hors de son corps. Par exemple, il y a ceux qui racontent l'avoir vécu et qui racontent qu'ils peuvent voir leur propre corps allongé dans leur lit. Et eux, pendant ce temps-là, ils peuvent se promener dans leur maison ou alors même se balader d'une autre ville, voire même aller beaucoup plus loin que ça. Bon, ça peut sembler irréel et tu m'étonnes, farfelu même, mais en fait, certaines expériences ont tenté de prouver que c'était peut-être pas juste une illusion de notre esprit. Par exemple, des chercheurs de l'Institut des sciences noétiques de Genève ont mené des tests pour voir si c'était réellement possible de quitter son corps. Et là, l'idée était simple, on installait un participant dans une pièce. Le but, c'est de faire en sorte qu'il puisse sortir de son corps, en tout cas de ce qu'il prétend, et aller voir ce qui se passe dans une autre pièce, parce que dans cette autre pièce, il y a un écran, et cet écran diffuse des images aléatoires. Et aucune personne, ni la personne qui dort, ni les expérimentateurs, ne savent ce qui est diffusé sur cet écran. Et résultat, en tout cas, dans ces expériences-là, les participants trouvaient l'image correcte 17,5% du temps. Du coup, pour le dire autrement, en fait, c'était beaucoup plus que simplement le hasard. Et en plus, pendant ce temps-là, pendant que le participant était en train d'être assoupi, en fait, dans sa pièce à lui, eh bien, les chercheurs ont analysé son cerveau, ils se sont rendus compte que son activité cérébrale était inhabituelle. Elle était différente de l'éveil et du sommeil. Bon, ça, c'est une expérience. Et aujourd'hui, en tout cas, la science n'a pas vraiment tranché dans un sens ou dans l'autre. Il y a encore relativement peu d'études sur le sujet, ça n'intéresse pas non plus beaucoup de scientifiques. Mais bon, on continue à faire des tests et peut-être qu'un jour, on pourra vraiment explorer l'univers sans bouger de son lit. Et bien voilà, pour conclure, en tout cas, les rêves, c'est un petit peu comme un carrefour, je trouve. En fait, d'un côté, il y a la science qui nous apporte des réponses plus ou moins solides sur leurs fonctions, et puis d'un autre côté, il y a des mécaniques plus subtiles, plus bizarres, qu'on a du mal encore à nommer. Et peut-être que la vérité est quelque part, comme souvent, entre les deux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, les rêves me passionnent depuis maintenant pas mal d'années. Je me suis entraîné à faire des rêves lucides. J'ai collecté des milliers de témoignages à l'écrit, pas mal du coup aussi à l'oral, et j'ai découvert des trucs assez ouf. C'est d'ailleurs pour ça que ce petit symbole-là que vous voyez du coup sur ce petit biceps-là, hop là, eh bien, ça représente quelque chose de précis, c'est le symbole θ. Alors du coup, le θ, en fait, c'est souvent ce qu'on associe au sommeil paradoxal, mais c'est également, en fait, dans Noisuli, eh bien, tout simplement, la porte des rêves. C'est ce qui permet d'accéder au monde des esprits, à la dimension onirique dans laquelle on se rend peut-être tous quand on est en train de dormir. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste privée des morphos. Le lien est en description. Vous aurez plus d'informations en fait sur l'avancée de Noisuli, du coup des coulisses, machin et tout. Et le livre lui-même, alors c'est pas celui-là, la version grand public sortira le 25 février 2026. Et sur ce, nous, eh bien du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.